Vous écoutez le balado La Pérédance et la santé. Ce balado est une co-création de Mégaphone, le Carrefour Jeunesse Emploi Beauharnois-Salaberry et la chaire de recherche du Canada sous le partenariat avec les patients et les communautés. Le CJE Beauharnois-Salaberry a comme mission d'accompagner et de guider les jeunes adultes de 15 à 35 ans dans leur démarche d'intégration en emploi, de retour aux études et d'autonomie personnelle et sociale. Mégaphone vous invite au cœur du parcours de 6 ateliers où un groupe de jeunes adultes échange sur la science, les croyances et le savoir expérientiel. Bonjour, ici c'est Sophie. Et Anne-Marie. Vous écoutez l'épisode Place aux entrevues. Moi, dans le fond, c'est Justin. Puis je veux juste ajouter aussi que Justin, c'est sa 5e présence en 5 ateliers de Mégaphone. Yeah! Moi, c'est Chayana, puis je suis là pas mal juste pour chiller puis sortir de ma zone de confort. Ok, c'est ça. En ce 5e atelier, on accueille de nouveau Antoine et Daniel. Aujourd'hui, Justin et Chayana sont avec nous. Bien sûr, les intervenantes, Sabrina et Caroline également. Pour rappel, Antoine est médecin de famille et chercheur. Daniel est père aidant auprès des itinérants, ayant été lui-même en situation d'itinérance. Mais ce serait très réducteur d'en rester à ces fonctions comme définition de ces deux personnes, comme de toute autre personne d'ailleurs. Autour de la table, on est toutes et tous prêts à en découdre avec les stigmas, les perceptions, les préjugés. Je vais vous dévoiler autre chose. C'est que même si je suis médecin, je suis aussi de temps en temps un père aidant, un père aidé. Donc, ça arrive aussi comme professionnel de la santé qu'on vit des difficultés, soit dans notre pratique professionnelle ou personnelle. Puis il y a ça m'est arrivé aussi d'avoir d'autres collègues avec qui on peut échanger sur nos difficultés, puis on se comprend, puis il y a une dynamique de soutien aussi qui existe, puis à quelque part, cette complicité-là. Donc, voilà. Des fois, en surface, on pense que les gens sont très forts, puis derrière, on a aussi toutes nos difficultés. Puis à l'inverse, en surface, il y a des gens qu'on voit très fragiles, puis à force de les connaître, on réalise aussi qu'ils ont beaucoup de force à l'intérieur d'eux. Donc, voilà, c'est une des choses que travailler avec les pairs m'a appris. Être capable de redonner un petit peu à la société, puis surtout à ma clientèle, que des fois sont très marginalisés, ils n'ont pas beaucoup de voix par eux-mêmes, c'est une jungle, vivre dans la rue, je vais en parler un petit peu plus, mais c'est pas rock'n'roll être dans la rue, puis être capable d'avoir quelqu'un d'appui pour t'aider avec un cheminement pour en sortir, c'est qu'est-ce qui m'inspire toujours en date d'aujourd'hui à être père aidant. On ne pourrait pas mieux mettre la table. On a préparé des questions lors de l'atelier précédent. Chayana se lance avec une première question. Donc, la question est pour Daniel. Comment vivais-tu dans la rue? Avais-tu des spots préférés? Qu'est-ce qui était pour toi le plus difficile? Puis, as-tu un beau souvenir à nous partager de cette période? Ça faut que je retombe un petit peu dans mon passé. Ça, c'est un petit peu le rôle que je peux expliquer d'un père aidant, c'est partager son parcours qui est important, parce que ça faut quand même pas avoir fait la paix avec son parcours, mais être capable d'en parler ouvertement sans que ça nous affecte trop. Mais oui, si j'avais des spots préférés, tu avais des ressources où il fallait dormir. Moi, de préférence, j'aimais mieux être dans la rue. J'aimerais mieux, j'étais vraiment dans la rue, je m'occupais par moi-même dans la rue, même s'il y avait des ressources où je pouvais aller dormir, aller manger. Je me sentais pas trop à l'aise dans cette ressource-là. C'était des grosses ressources où j'étais à Toronto. T'avais peut-être 200 personnes. Puis moi, c'était ma première épisode dans la rue. Alors, je me demandais pourquoi ça m'arrive à moi. C'est une question que je me posais. Puis aller dans les ressources, je voulais pas accepter être connu comme quelqu'un en situation d'itinérance. Alors, j'avais des spots favoris, c'était pas les ressources, je dormais dans la rue, au moins qu'il faisait un très trop gros froid. Puis pour mes journées, je peux me ramasser un endroit à Internet. Ça, c'est banal à dire, mais c'était pas cher, ça coûtait 5 $ par jour, puis je fais regarder du YouTube à journée longue, écouter de la musique, ça me gardait à l'intérieur. Je faisais un petit peu de quête dans la rue pour être capable de m'acheter un café ou même une bière en fin de journée. Il y avait un endroit que j'aimais aller qui était juste ouvert la fin de semaine. C'était dans un sous-sol d'église. C'était tellement agréable. C'était serein pour moi aller là. Je me sentais en paix.
J'allais à cet endroit-là, je prenais un petit déjeuner, je parlais avec des intervenants. Puis c'est un petit peu ça qui a commencé ma sortie de la rue, parler avec ces intervenants-là qui me disaient, mais écoute, Daniel, il y a tel et tel service, regarde pas ça comme en étant pour toujours. Le contact que j'avais avec ma tante. Moi, mes amis, des fois j'appelais mes amis, je leur demandais, je suis dans la rue, puis tu venir m'aider, ben la ligne, elle se fermait assez vite quand j'appelais ce monde-là. Versus ma tante, c'est quelqu'un qui est resté de mon côté tout au long. Alors, c'est un petit peu mon côté d'espoir quand je parlais avec ma tante, mais que c'est juste une fois par semaine, une fois à chaque 2 semaines. Elle me disait, lâche pas, Daniel, tu peux t'en sortir, tu as juste à continuer à persévérer. Je pense qu'il a aidé au quotidien à me donner comme un aller pour être capable de voir que oui, un futur, c'est pas la fin de ma vie, malgré que quand tu es en situation d'itinérance, tu vois vraiment ça comme une fin et non un début. Tu n'as pas grand-chose à t'accrocher pour en sortir, mais des fois, ça prend juste une personne de bon cœur qui peut te mener dans la bonne direction. Daniel nous a partagé pendant la pause que même si ces événements-là remontent à il y a plus de 10 ans, c'est toujours difficile d'en parler. Ça éveille des traumatismes. Mais ça fait partie du travail de père aidant d'arriver à émettre son récit. On change de question et d'interlocuteur. Justin pose une question à Antoine. Donc, question pour Antoine. Selon toi, comment les personnes itinérantes perçoivent le médecin en général? Je suis hésitant à répondre à la question. Parce que j'ai jamais été en situation d'itinérance. Fait que je le sais pas. C'est ça ma réponse. Suite à cette réponse désarmante d'authenticité, Justin ne se laisse pas démonter. Mais en vrai, on pourrait peut-être faire inverser la question, puis peut-être que Daniel pourrait peut-être y répondre vu que lui, ça lui est arrivé. Oui, Justin, je pourrais essayer de répondre du mieux que je peux à cette question-là. Elle est super pertinente. Je dirais que c'est varié. C'est varié un petit peu parce que beaucoup dans mon métier, eux en situation d'itinérance, il y en a qui sortent de psychiatrie où ils ont eu des enjeux négatifs avec le système de santé avant. C'est comme quelqu'un dirait, ben, tel docteur, ça va représenter un épisode où il y a eu une hospitalisation d'1 mois à l'hôpital, puis ils n'ont pas des bons souvenirs de ça. Daniel ajoute que ce qui est déterminant, c'est la personnalité du docteur, son côté humain. Ça résonne pour Justin. Je rajouterais que, genre moi, j'ai déjà été en fait, j'ai déjà été hospitalisé pour une raison de... Genre, parce que dans le fond, ils pensaient genre, que j'avais des problèmes de santé mentale. Ils m'ont hospitalisé pendant 2 semaines. Puis, pour vrai, le monde qui était là-bas, c'est genre... Il y avait comme 2 personnes seulement, genre, que eux, je sentais que je pouvais vraiment leur parler librement. Parce que, comparé aux autres, eux, ils étaient vraiment genre... Tu sais, ils avaient de l'air, genre, de comprendre un peu ce que je vivais. Comparé aux autres, que eux, genre, c'était comme... Genre, tu fais tes affaires, pis tout. Fait que, tu sais, il y a ça qui a fait vraiment que... Genre, c'est juste ces 2 personnes-là, vraiment... Genre, j'avais pas de la misère, puis... Ouais, c'est ça. On demande à Justin d'essayer de nommer qu'est-ce qui faisait qu'avec ces personnes-là, c'était correct, comme il dit. Qu'est-ce qui, dans leur comportement, lui permettait à Justin d'avoir confiance? En vrai, c'est la manière dont il agissait, c'est... Tu sais, ce que les autres, ils étaient comme... Je dirais ça comme ça, genre plus impatient, plus... genre, j'ai d'autres choses à faire, j'ai pas le temps, puis des affaires comme ça. Alors que les 2 autres, eux, ils prenaient vraiment le temps avec toi de discuter, ils prenaient le temps si t'avais des questions, si t'avais des affaires, genre que tu voulais comprendre ou quoi, ben eux, ils étaient vraiment là, puis ils t'écoutaient. Certes, des fois, il y avait peut-être pas la réponse, mais au moins, t'écouter, au moins, ça fait déjà comme... Genre, ça fait déjà au moins sortir quelque chose à l'intérieur, genre. Je dirais ça comme ça fait une roche de moins dans un sac à dos, genre. On s'accorde toutes et tous pour dire que la confiance, ça se tisse patiemment. Évidemment et inévitablement, ça nous a amenés sur le chemin de la structure même du système de santé, surtout de la part des intervenantes qui étaient là. En effet, il y en aurait long à dire. C'est certainement lié à notre sujet, mais on se ramène quand même à notre sujet central, la confiance. Tu sais, la dernière fois qu'on s'est parlé de
la chaîne de confiance, tu sais, qui peut se tisser entre les personnes. Puis ça permet d'ouvrir une porte. Tu sais, des fois, quand on dit trouver la porte pour accéder au système de santé, c'est pas qu'il manque de porte physique ou de liste d'attente ou de numéro de téléphone. C'est que la porte, des fois, ça peut être dans le visage de la personne ou la porte, ça peut être dans notre tête aussi. Ils veulent pas me voir, je vais être jugé, je vais être... Fait que c'est toutes ces portes-là qu'il faut ouvrir ensemble. On peut parler de confiance, mais le terme clinique que nous utilisons, c'est surtout de la méfiance envers le système de santé, puis tu sais, qu'elle soit fondée ou non. Ça, c'est des cas particuliers. Oui, tu as de la vraie méfiance, puis tu as beaucoup de cas. C'est juste, moi, dans mon rôle à moi, m'aller dans une ressource, me présenter. Bonjour, mon nom est Daniel. Est-ce que quelqu'un a besoin d'aller voir une infirmière ou un travailleur social? Genre, je rajouterais aussi. Excusez-moi là, de faire persister le sujet, mais tu sais, c'est parce que genre, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais en parlant de. Admettons, genre, quand il revient te revoir, là, c'est peut-être aussi par peur d'être jugé ou par peur d'être. Genre, tu sais, que le monde, ils le prennent pour un fou ou genre, qu'ils sont comme, ah, il est bizarre, lui, puis. Ça fait comme ça. Moi, perso, je le vois comme. Je le perçois comme ça. Genre, tu sais, il vient te revoir, mais genre, seul à seul, à la place, comme, de devant tout le monde. Moi, Justin, je m'excuserais pas en tout que tu ramènes ça. J'adore ça, t'entendre. C'est hot ce que tu dis. Dire la question de la confiance est vraiment clé dans quoi ça donne, la paire aidante. C'est vraiment un des valeurs ajoutées, des clés de ce que ça apporte de plus. Favoriser le lien de confiance. Puis, particulièrement dans des situations où, comme tu viens de le mentionner, c'est pas tous les enjeux de santé. Il y a des enjeux de santé qui sont particulièrement sensibles par rapport à la confiance, qui sont gênantes à dévoiler, qui sont jugées, où il y a de la stigmatisation dans la société, où dévoiler une problématique, c'est vraiment se mettre tout nu, tu sais. Fait que si je te dis... j'ai un bras cassé, ça attaque pas beaucoup ma perception de ma valeur comme personne. Tu sais, Ouais, j'ai tu un sais, bras c'est sûr. cassé. C'est pas comme si, genre, tu dirais à quelqu'un, genre, ah, exemple, je sais pas, j'ai le sida, là. C'est Exact. c'est deux. Exact. Un récit en amenant un autre, Justin se confie à nouveau. En 2015, j'ai perdu mon arrière-grand-père. Genre, mon père, à un moment donné, il se réveille un matin, il fait comme à tous les matins, ça va préparer le déjeuner pour son grand-père, qui est en fait son père, genre, adoptif. Que, puis là, il se réveille ce matin-là, tu sais, il voit là, qu'il est pas encore réveillé, fait qu'il s'en va le voir. Genre, il est mort dans son lit, raide comme une barre. Fait que, tu sais, ça y a laissé des marques, là, ça l'a traumatisé, là. Puis, à cause de ça, ben, j'étais en famille d'accueil. Là-bas, j'ai été, genre, vraiment maltraité. Parce que, genre, moi-même, j'ai eu des traumatismes, justement, des familles d'accueil puis de la DPJ. Fait que c'est pour ça que je suis, comme, craintif à propos d'eux. Que, genre, je leur fais, genre, pas confiance avec ce qui s'est passé. Parce que, genre, je dormais littéralement dans un garde-robe, genre. Pas de matelas, fuck all. Quand j'étais là-bas. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai vraiment pas trippé, là. Comme là, avec la DPJ, là, genre, en ce moment, elle est dans mon dossier, puis pour vrai, je commence tranquillement à leur refaire confiance. Puis ça date quand même de 2017. On constate dans notre groupe que la confiance est tissée avec le temps passé ensemble, ce qui nous permet une profondeur dans les échanges. On repart avec des nouvelles questions. Justin? Antoine, c'est c'est quoi, d'un point de vue scientifique, l'aide, la confiance? As-tu appris des choses dans tes recherches sur ces notions que tu peux appliquer dans ta vie professionnelle ou personnelle? Comment as-tu fait pour le savoir? Quelle quelle est ta démarche scientifique? J'aimerais ça commencer par qu'est-ce que l'aide? Quand quelqu'un vient me voir, c'est souvent pour trouver un problème ou mettre une étiquette, mettre un diagnostic, puis découvrir c'est quoi l'intervention que moi je peux faire pour aider. Puis ce que j'ai appris de la recherche avec les pairs, mais aussi de soigner avec les pairs, c'est que ce que j'ai appris, c'est que
accompagner, c'est pas nécessairement faire quelque chose. Ça peut aussi vouloir dire être là. Et la démarche scientifique dans tout ça? On est bien curieuse de comprendre comment s'étudie un lien de confiance. Antoine nous a expliqué qu'avec son groupe de recherche, il fait de la recherche participative. Pour illustrer comment cette approche distingue de la recherche traditionnelle, il a employé la métaphore de la musique. Attachez vos tucs, la compagnie. Dans la belle petite maison dans la vallée, nous irons main dans la main en chantant ce vrai refrain. Dans la belle petite maison dans la vallée. Ça, c'est participation. Ça veut dire que Caroline n'est pas juste le public, elle devient aussi une musicienne parce qu'elle tape des mains, parce qu'elle répond. Fait que là, ça devient de la musique participative. Mais c'est drôle, mais dans la salle, c'est fou parce que là, on a vu exactement ce qui se passe en musique participative. Il y en a qui vont se dire, bah, moi, je fais pas de la musique, je sais pas chanter, puis tout ça. Fait qu'il y en a qui écoutent. Puis il y en a qui vont dire, ah, moi, je suis capable. Ils vont taper des mains, ils vont chanter. Puis il y en a qui vont dire, ah, ouais, moi, je suis vraiment game, je suis musicien, je vais partir la chanson. Hein? Fait que dans notre équipe de recherche, c'est un peu pareil. Tu sais, moi, je dis, garde, c'est mon métier, je fais de la recherche. Tu sais, je démarre le projet. Daniel, quand tu es arrivé dans notre équipe, t'avais-tu déjà fait de la recherche? Jamais. Ouais. Puis, sauf que Daniel, il savait bien plus de choses sur la paraidance. Il savait des choses sur l'itinérance que moi, je savais pas. Fait qu'on avait on a des savoirs, des connaissances qui sont complémentaires. Fait qu'on fait équipe, dans le fond. Nous, on fait beaucoup de la recherche qu'on dit qualitative. Ça veut dire que les données qu'on va colliger, c'est un peu comme on fait aujourd'hui, poser des questions, écouter les gens, enregistrer, transcrire par écrit, analyser, dire « Hey, il y a tel thème. Hey, la confiance, coudonc, la confiance, c'est super important, ça revient partout. » Tu sais, ça, c'est la démarche de recherche qualitative, par exemple. Fait que ça, c'est des choses qu'on fait, mais on le fait avec les pairs. On poursuit avec une question de Chayana. Donc, la question est pour Daniel. Quelle est ta perception de l'itinérance aujourd'hui par rapport au moment où tu vivais dans la rue? Quand tu es dans la rue, t'es vraiment en mode défensive. Tu sais pas où tu vas dormir, tu sais pas ça va être où ton prochain repas. Tu sais pas où tu vas être en 2 heures. Tu sais rien de tout ça. Donc, tu es vraiment en mode de survie, je pourrais dire. Vraiment en mode de survie. Puis d'un côté, même plus technique, le cerveau, tu reposes pas ton cerveau. Il est tellement... C'est comme quand tu es en train de courir un marathon, puis tu veux arrêter, puis tu peux pas arrêter, ça faut que tu continues. C'est maintenant au tour de Daniel de poser des questions à Justin et à Chayana. Si vous auriez à dire, ce serait quoi les qualités qui fait un bon père aidant? C'est quoi les qualités que vous avez qui feraient en sorte que vous aimeriez être père aidant? Mettons. Pouvoir écouter la personne, ça c'est pas mal la base. En vrai, c'est pas mal propre à son domaine, genre. Au domaine de quelle sorte d'aide t'apporte. Je pense que les qualités qu'il faut avoir pour être père aidant, c'est minimum de l'empathie. Il faut de la persévérance, de la patience. Il faut avoir une certaine sagesse puis une certaine résilience aussi, je pense. Dans le fond, sagesse, le vécu, là. Ben moi, perso, je suis quelqu'un qui écoute énormément les gens. Genre, admettons que quelqu'un a besoin d'aide, ben tout de suite, genre, tu sais, j'ai dit, hey, tu veux en parler, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Genre, si jamais tu veux, je suis là, pis tout. Si je peux dire une qualité que tu as, Justin, qui est super importante, tu peux me corriger, je n'ai pas raison, mais être authentique. Si t'es pas authentique, le monde en situation d'itinérance, ils ont vu beaucoup de monde dans leur vie, ils ont été fait mal par beaucoup de monde dans leur vie, puis il y a beaucoup de raisons pourquoi ils sont dans la rue. Puis si tu arrives dans un milieu, dans une ressource, tu arriverais, il y a 10 clients en situation d'itinérance, puis ils ont le sentiment que tu n'es pas authentique, c'est le contraire d'authentique, un phony, ils vont te reconnaître en 2 secondes. Puis ça, c'est une qualité que tu as, Justin. Je pense que les qualités que j'ai, que je pourrais comme être père aidant. Je sais pas si on dit père aidant si je suis une femme. Père aidante, ok. Ben, c'est que j'ai beaucoup d'empathie.
j'ai un bon passé pour ça. Puis je pense que je suis quand même une personne assez résiliente. Mais je pense que mon principal défi, si je deviendrais parent aidante, ça serait de lâcher prise. Comme je m'arrêterais pas juste... si la personne ne veut pas s'aider, je vais vouloir l'aider plus. Je peux rajouter, qu'est-ce que tu ressens? Nous, on le ressent beaucoup. On a même un terme qu'on appelle l'impuissance. L'impuissance envers nos clients, puis c'est pas seulement vouloir aider un client, c'est que des fois les organismes ou les services du gouvernement sont faits d'une certaine manière, que c'est comme mettre des cercles dans des carrés, que c'est pas toujours évident dans nous, point de vue de l'impuissance qu'on ressent de nos clients, puis envers qu'est-ce qu'on aimerait être capable de faire. Des fois, ça se balance pas dur, puis c'est une émotion qui peut être lourde à charger. Je veux juste souligner, Chayana, quand tu parles de résilience, pour moi, c'est vraiment clé. C'est une chose d'avoir vécu des choses difficiles, puis c'est une chose d'avoir pris du recul par rapport à ces choses-là, puis d'avoir appris à prendre soin de soi. Merci aux intervenantes toujours présentes et bienveillantes. Merci à Justin, Chayana, Antoine et Daniel qui ont fait l'exercice avec beaucoup de générosité. Les derniers mots vous reviennent d'ailleurs. On a été épuisés dans la Voxbox. Quelle expérience quand même, l'enregistrement de cette balado mégaphone. J'ai adoré le dialogue avec Justin et Chayana. Comment on s'est, finalement, au fil des discussions, un petit peu plus dévoilé. Chacun dans notre côté tendre, un peu plus fragile, puis finalement se reconnaître pas si différents les uns des autres, peu importe qu'on soit un jeune, un médecin, un père. C'est un peu retrouver notre humanité commune à travers nos expériences de vie, des fois difficiles, notre désir d'aider les autres, notre curiosité aussi d'en savoir plus sur nos différents parcours de vie. Je suis super reconnaissant de l'expérience. Merci beaucoup. Bonjour, ici Daniel Turgeon, père aidant. Ma première expérience à faire un podcast. L'organisme est incroyable. La qualité, le professionnalisme était superbe. Les clients que j'ai rencontrés, que j'ai été capable d'avoir l'opportunité de discuter de la père aidance pendant les 2 séances, ont été vraiment d'une manière superbe pour moi. J'ai bien aimé interroger les questions et la qualité qu'il avait. Merci. Allô, je m'appelle Chayana, puis je trouve la rencontre, la rencontre d'aujourd'hui vraiment intéressante. On a vraiment été très transparent, honnête. Fait que c'est sûr, il y a eu... on m'a posé des questions. C'est quand même assez gênant, mais c'était tolérable. J'irais pas jusqu'à dire agréable, mais je suis toujours ouverte à répondre aux questions. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est ça. What's up, Mégaphone? Je voulais encore une fois, on est le 11 septembre aujourd'hui, je voulais encore une fois faire un gros merci sur vraiment ce que vous nous procurez vraiment comme sensation de dire que j'en parle d'un sujet et qu'on n'a pas peur de vraiment en parler. Pour vrai, je trouve juste ça incroyable. Merci pour vrai de nous avoir accueillis. Merci d'être venus encore. Big up à vous. Peace.